Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode je vais vous parler des différents sujets sur lesquels je suis revenu, sur lesquels j'ai changé d'avis. Parce que oui, vous connaissez le dicton, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et ma devise dans la vie c'est de ne pas être un con. Et j'espère que vous appliquez la même devise. Donc bien entendu, je vais vous parler de ces différents sujets dans cet épisode là. Mais avant toute chose, commençons par les news de la semaine. Aujourd'hui c'est la sortie de mon programme Hybrid 20. Un programme qui me tient à cœur parce que c'est littéralement le programme qui m'a permis de garder une certaine forme physique que j'ai pris du temps à accumuler ces dernières années et que j'ai vu se dégrader, dégringoler parce que manque de temps. Et bien je me suis dit comment on fait pour remédier au tout. Et bien je vous ai créé les meilleures séances avec un programme qui structure le tout de la meilleure des façons. Et en plus de ça, vraiment la cerise sur le gâteau, l'haltère sur le banc. J'invente des dictons mon gars, j'invente des dictons. C'est que c'est 4 programmes en un. Effectivement les amis, eh bien on a une version en salle et une version à la maison. Et en plus de ça, eh bien on a une version fitness générale et une version athlétique. Donc 4 programmes, général, maison, salle, athlétique, maison et salle. Les gars, je pouvais pas faire mieux parce que vous savez quand je crée un programme, eh bien je me dis toujours la chose suivante, je me dis ok, qu'est-ce qui manque? J'ai envie que la personne qui consomme chez moi ait le meilleur retour sur investissement. Je vous donne plus que ce à quoi vous vous attendez et j'enseigne toujours plus parce que encore une fois mon but c'est de vous apprendre à pêcher et non pas simplement de vous donner le poisson, et je vais faire en sorte d'éliminer toutes les limitations possibles. Et l'environnement, bam, c'est éliminé. Et je peux pas m'entraîner en salle, ok, à la maison. Et j'ai envie de garder une capacité athlétique, j'ai envie de continuer à garder mon côté explosif. Ah, t'inquiète, il y a le programme Hybrid 20 athlétique. Donc les gars, vous pouvez faire des va-et-vient entre un programme et l'autre en fonction de votre contexte, en fonction de la période. 4 programmes en un. Et vous savez quoi? Pour la sortie de ce programme, et vu que c'est la semaine du Black Friday, eh bien, on a moins 70% pour les Suisses et les Belges, moins 70% sur ce programme-là jusqu'à lundi. Suite à quoi, vous aurez une offre qui va s'étendre un peu dans le temps à moins 50. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux et il sort aujourd'hui. Et restez connectés parce que on a l'offre du Black Friday qui sort également. Checkez vos mails pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter et checkez également mon Instagram, donc votre Instagram, parce que il y aura les liens pour les coupons de Black Friday. Les gars, je l'ai dit, moins 70%. Moins 70%, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux, ok? Donc les amis, checkez ça, le programme Hybrid 20 qui va vous maintenir en forme, des entraînements de 20 minutes bien structurés et pas des trucs cardioïdes que vous allez voir qui construisent pas du muscle, des trucs farfelus. Là vraiment, un truc bien organisé, croyez-moi, vous allez avoir des résultats. Première news de la semaine, c'est dit. Deuxième news de la semaine, c'est que hier, on a tourné une vidéo pour la chaîne YouTube de mon gars Gaël, mon fils. Il y avait Johan Joro également qui était présent et c'était fun les amis. On a dû faire différents challenges et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous m'avez vu, j'étais dans l'eau, c'est tout ce que je veux dire. Les gars, c'est assez drôle. Tu vois, le gars, il a fait un challenge, il y avait Kevin, hein. Sinon, il y avait 2 dreadlocksés, moi et Johan et Gaël. Les gars, tu ramènes 3 renois dans la piscine, c'est chaud. Déjà là, les gens ont regardé, c'est quoi ce challenge? Et il y en a un qui a failli couler. Donc les gars, allez checker le tout. En tout cas, on s'est bien amusé. Quand la vidéo sortira, je vais partager tout ça, mais allez checker la page YouTube, la chaîne YouTube de mon gars Gaël, mon fils. C'était assez fun. Et vous moquez pas de moi pour certains challenges parce que c'était chaud. Votre gars là, il y en a assez chaud. J'ai pas les skills, moi. Je suis un gars des arts martiaux. Voilà. Tu me demandes de faire d'autres trucs, c'est compliqué. C'est compliqué. Enfin bref, je me suis vraiment amusé. Et vous savez quoi? J'ai envie de faire ce genre de vidéo également où voilà, il y a le côté sportif, il y a le côté divertissant. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les envoyer par mail sur mon Insta. Je checkerai tout ça et on fera en sorte de créer des challenges qui seront fun. Quoi qu'il en soit les amis, aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai sélectionné une question qui était très pertinente qui m'a été envoyée sur Insta. Salut Kevin, est-ce que tu pourrais nous mentionner les sujets fitness sur lesquels tu as changé d'avis ces derniers temps? Alors comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai changé d'avis sur quasiment toutes les choses que je prêche aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment la mentalité. Même les choses que je critique le plus aujourd'hui sont éventuellement des choses que j'ai pu utiliser par le passé. Et c'est parce que j'ai utilisé ces choses-là, c'est parce que j'ai cru en ces choses-là que j'ai pu, avec toujours un esprit ouvert et critique, me dire, hey, c'est quoi? On m'a appris ça, on ne jure que par ça, mais moi, d'après mon expérience pratique sur le terrain, sur moi-même, sur mes athlètes et sur mes clients de la population générale, ben, ça fait pas sens. Donc, clairement,
je dois arrêter d'y croire. Et malheureusement, je pense que c'est le problème qu'on retrouve souvent, c'est que on entend un expert dire un truc, on entend, voilà, on est engrainé par notre parcours académique, tout ce qui a été dit, et puis on pense que, voilà, c'est la vérité. C'est encore une fois un biais cognitif, principalement quand on investit du temps à écouter des gens, à suivre un cursus académique. Et je le redis encore une fois ici, votre gars Kev, je parle de moi à la troisième personne. Quand je vous dis un truc, c'est basé sur plusieurs sources d'évidence. Prenez l'information, gardez ce qu'il y a à garder et éliminer ce qu'il y a à éliminer. Ça a toujours été mon discours. Je ne veux jamais être le gourou de la vérité. D'accord? Prenez l'information. Ça a l'air un peu pertinent. Cool. Hey, des fois, peut-être que ça fait pas sens. Ce que je vous demande de faire, c'est ce que j'ai toujours fait. On teste. On teste, on ajuste les paramètres. Et là, on se dit, ah, en fait, c'est une révélation. En fait, ouais, ça fonctionne. Ah, en fait, c'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Ah, en fait, ça offre vraiment des résultats. Ou en fait, ah, je trouve que c'est bien, mais je rajouterai ça. Et là, vous rajoutez votre petite sauce magique. C'est comme ça que ça devrait fonctionner, les amis. Donc, ne voyez pas le tout, encore une fois, en tout noir, en tout blanc. Donc, à l'occasion de mon programme Hybrid 20, eh bien, je suis obligé de vous parler du plus grand changement de ces derniers mois. Alors, comme je l'ai dit, pour ceux qui connaissent mon histoire, je suis père de 2 enfants en bas âge et ça a été très compliqué pour moi de m'entraîner ces 3 dernières années. Mon corps en déclin, mes performances physiques en déclin, mais je dois dire que je reste à un niveau très élevé, principalement en prenant en considération mon contexte. Je dirais que si je prenais en considération mon contexte, je suis peut-être dans les niveaux les plus élevés en toute humilité. Parce que j'aime pas... je déteste la fausse humilité, la fausse modestie. Je n'aime pas l'arrogance, mais je déteste encore plus la fausse modestie. Donc voilà, je pense que je me maintiens très bien parce que je dors très peu. Quasiment pas, avec un sommeil qui est saccadé et j'ai un business, voilà, j'ai des employés, j'ai des trucs à faire tourner, c'est très stressant et je m'arrête pas. J'ai pas de vie sociale, j'ai pas d'extra. Et j'essaie de m'en sortir comme je peux pour maintenir une certaine forme physique. Et j'ai vu que j'ai accumulé une frustration ces dernières années où c'était très compliqué. Premier enfant, je pousse. Et là, deuxième enfant, j'essaie, mais ça fait déjà 3 ans que mon corps est dans le mal et je vois que ça m'a rattrapé un peu, pour être honnête avec vous. Et du coup, je me dis, ok, comment je dois faire pour y remédier? Parce que j'avais vraiment cette mentalité du tout ou rien. Et quand j'avais mon premier enfant, je me disais, c'est quoi, tout ou rien, let's go. T'es fatigué, mais on va pousser, on va faire de la perf. Alors c'est vrai que ça me coûtait beaucoup, mais j'avais pas le choix. Et c'est ma mentalité. Parfois, il faut pousser. Même quand vous voulez pas, même quand tout n'est pas aligné, quand les étoiles ne sont pas alignées, eh bien, parfois, faut y aller. Mais là, je vous avoue que au bout de 3 ans, 2 enfants, mon corps m'a dit, Kev, non, là, même si tu essaies de pousser, c'est chaud. C'est mort. Du coup, j'ai dû changer complètement mon approche de l'entraînement. Et ces derniers temps, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que je me suis contenté de faire des entraînements de 15-20 minutes. Et en 15-20 minutes, eh bien, au départ, je me disais, ça sert à rien. C'est 15-20 minutes. Qu'est-ce que je vais faire avec 15-20 minutes? Et j'avais cette mentalité du tout ou rien que je méprise énormément, que je condamne lorsque j'entends certains de mes clients, certains de mes proches l'utiliser. Et là, je me dis, ok, Kev, peut-être que tu la condamnes aussi parce que, ou chez toi, pas tu la condamnes, mais tu l'adoptes à ce moment-là, cette mentalité du tout ou rien, parce que tu n'as pas structuré le tout. Et je me suis dit, ok, Kev, au lieu de faire simplement des pompes et des tractions, ce qui est très bien, j'ai vu des résultats avec ça, mais c'était pas assez, c'était pas motivant. Ok, on prend le temps. Structure le tout comme quand tu structures tes entraînements sur 9 semaines, sur toi, sur tes athlètes, etc. Comment tu ferais le tout? Ok, je prends le temps, je me pose. Et je dois dire, les gars, que je suis assez surpris de voir que en 20 minutes, on arrive à maintenir un physique, on arrive à maintenir certaines performances à condition de bien structurer le tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Savoir exactement quel jour on vise quelle partie du corps, quels exercices sont à faire, que les exercices soient bien agencés pour viser différentes angulations au cours de la semaine, travailler avec différentes intensités, différentes progressions d'exercices, etc. C'est ça, en fait, structurer le tout pour pas se dire, ah, ok, je fais juste des exercices top ball. Non, là, c'est structurer. La structure, ça apporte des résultats et ça apporte des résultats de fou en seulement 20 minutes. Loin des séances hit de 20 minutes que vous avez trouvées sur YouTube, etc. Parce que c'est pas ça que j'offre. Du faux cardio. Ok, certes, on transpire, mais on n'a pas construit de la performance, on n'a pas construit du muscle, on n'est pas devenu plus fort. Si vous voulez transpirer, les gars, moi je vous dis, le meilleur truc, c'est simple. Vous faites ça, vous faites votre petite marche sur le côté et vous en sortez, pardonnez-moi, encore mieux. Donc, les gars, les entraînements de 20 minutes, une révélation pour moi, une révélation. Et je m'en sors tellement bien que je vois une amélioration physique et je vois aussi mes niveaux de stress qui diminuent. Le lendemain, je suis pas complètement cassé parce que j'ai voulu pousser et après je peux pas m'entraîner pendant 3 jours même si j'avais le temps de le faire. Donc encore une fois, 20 minutes comme ça, il n'y a pas d'excuse, tu le fais.
et ça va avoir des résultats. J'aurais jamais cru. Si vous m'aviez dit ça il y a 2 ans, hey Kev, en 20 minutes, tu peux vraiment changer. Non, fuck, allez, tu dis n'importe quoi. Les gars, 20 minutes, ça peut changer une vie. Donc voilà, profitez-en. Je vous le dis parce que, encore une fois, je prêche mon histoire et je sais à quel point ça peut en aider plusieurs d'entre vous si vous êtes busy. Ou alors que, voilà, vous êtes tout simplement quelqu'un de stressé parce que l'entraînement, c'est un stress. Et comment on fait pour gérer le tout de la meilleure des façons, mais on se maintient actif? Ou vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas trop ça, mais vous savez que, hey, me déplacer à la salle, c'est compliqué. 1 heure à la salle, c'est compliqué. Mais 20 minutes, 20 minutes. Je peux me booster un peu pour 20 minutes et je peux le faire. Donc les gars, 20 minutes, ça peut changer vraiment. C'était une révélation. Ça peut changer votre vie, littéralement. Et ça a été une révélation pour moi. Maintenant, deuxième sujet, c'est le stretching. Le stretching avant et après. Alors, il y a eu plein de débats. J'ai fait beaucoup de va-et-vient dans ma carrière concernant ce sujet-là. J'ai été influencé par de nombreuses personnes. J'ai laissé les on-dit aussi prendre le dessus sur ce que je pouvais expérimenter sur moi-même et sur mes clients. Alors, ça a commencé de la manière suivante. J'ai commencé en disant que le stretching c'était très bien, tout le monde devait être souple, on devait faire du stretching. Avant nos séances, c'est très bien. Après, on disait que non, fallait attendre un peu et faire plutôt quelques heures après ou le lendemain. Et du coup, c'était un peu ma première approche. Et du coup, quelques temps plus tard, eh bien, on commence à lire certaines recherches qui disent que le stretching, au final, c'est pas bien, ça va altérer votre performance. Dans le sens où on observe que lorsque on fait des étirements, eh bien, directement, lorsqu'on enchaîne avec un exercice, on va voir qu'on sera moins performant sur l'exercice. Mais encore une fois, je lisais ça rapidement sans vraiment contextualiser le tout et sans vraiment réfléchir. Et quand j'ai pris le temps d'analyser ces différentes recherches, et j'en ai déjà parlé dans différents épisodes, eh bien, c'est des protocoles qui sont bêtes. J'ai pas d'autres mots pour les décrire. Donc, on demande aux gens de stretcher, de tenir une position de stretch pendant plusieurs minutes, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, etc. en stretchant les ischio-jambiers. Et ensuite, on fait des sprints. Mais bien entendu qu'on va pas réussir à performer de la meilleure des façons en faisant des sprints. Parce que lorsqu'on s'étire pendant un certain... on va essayer de rewind ici. Lorsqu'on s'étire, on place de la tension sur nos tissus. C'est-à-dire que nos tissus ressentent une certaine quantité de force. Une force qui est passive, certes, mais une force qui est quand même mécanique et qui est ressentie sur vos tissus. Du coup, ça fatigue vos tissus. Et donc, si on enchaîne directement avec un exercice qui demande les niveaux de fatigue les moins élevés pour performer au plus haut niveau, comme un sprint, en l'occurrence ici, dans ces fameuses études qui sont mentionnées, eh bien forcément, notre performance va diminuer. Ça aurait pu être n'importe quel exercice, sans mettre le tout dans du stretching, dans des étirements, on aurait eu le même effet. On n'aurait pas dit, il faut pas faire cet exercice avant les sprints, c'est pas bien. C'est logique, on fait pas cet exercice qui va fatiguer les muscles, qui demande à être utilisé par la suite. Donc, pareil pour le stretching. Donc, encore une fois, c'est pour ça que le contexte est toujours important, ok? Donc, j'ai évolué ensuite en me disant, ok, peut-être que c'est pas si mauvais, mais, encore une fois, on va pas forcément rajouter des temps trop longs pendant les périodes de stretch avant. Du coup, on peut stretcher et je vais favoriser un stretch qui va être dynamique. C'est-à-dire, on va pas être actif à 100%, on va pas être passif à 100%, mais on va retrouver cette dominance passive qu'on peut utiliser. J'ai vu que ça apportait un soulagement. Déjà, ça, c'est vraiment important de le mentionner. Un ressenti subjectif qui est très important. Vous êtes senti, vous êtes tendu. Ok, je stretch un peu et pam, je bouge, je tiens un petit peu pendant 30 secondes. Ensuite, je le fais un peu plus dynamiquement, pam. J'adore intégrer ça. Je le fais à toutes mes séances et à celles de mes athlètes également. Et croyez-moi, ça change complètement. Athlètes et population générale d'ailleurs. Ok, donc ça, vous pouvez l'intégrer sans aucun problème. Ensuite, vient l'idée de l'étirement post-entraînement. Et bien là, encore une fois, des va-et-vient. Je me suis dit, ok, je peux faire un peu avant, mais après, est-ce que ça vaut la peine? Je me suis dit, ça sert à rien. Parce que si tu fais de la mobilité, eh bien, tu fais ton travail actif, c'est bon, tu l'as inclus dans ta séance. J'ai fait déjà plusieurs épisodes en vous expliquant comment intégrer ça dans vos séances. Eh bien, ça sert à rien de faire du stretching à la fin. Et si, combien même je venais à le faire, eh bien, c'était juste pour voilà, un but de relaxer. Et encore une fois, je pense qu'on a cherché à complexifier des choses qui n'ont pas la nécessité d'être complexifiées. Et c'est un peu mon coup de gueule avec l'industrie de manière générale, principalement avec cette nouvelle mode evidence-based où voilà, la littérature nous dit un truc, mais dans la pratique, les gars, on sait, dans la pratique, les danseurs stretch, les gymnastes stretch avant, après, pendant des heures, et ça va très bien, ok? Ça va très bien, ça améliore, ils se sentent d'un point de vue performance général, global, ils améliorent le tout, ok? Donc la pratique nous a prouvé que dans le temps, ça fonctionne. Et vous savez quoi? Même si c'est pas optimal,
je le dis encore une fois, optimal dans le contexte scientifique des choses en isolation. Quand on regarde le tout dans sa globalité, tu vas faire ton stretch après l'entraînement parce que éventuellement c'est le seul moment que tu as pour stretcher. Ou peut-être que c'est le moment le plus avantageux pour toi de stretcher où tu es sûr de faire ton stretch. Certes, c'est peut-être pas optimal parce que d'un point de vue musculaire, tissulaire, ça aurait été mieux d'attendre un petit peu après, etc. Mais après, peut-être que tu vas pas le faire. Alors, tu perds un peu d'efficience au niveau de tes résultats physiologiques, mais t'en gagnes quand même. Tu gagnes quand même, t'as quand même des résultats. Alors moi, je mettrai mes pions là où je suis sûr, voilà, d'y aller. Si je suis sûr de faire le stretch, après l'entraînement, faites-le. La perte que vous allez subir va être marginale. C'est pas assez conséquent pour qu'on transforme le tout en un problème. C'est là où la conclusion peut-être de ces changements d'avis ici que je vais vous mentionner. Souvent c'est ça, c'est que la science s'attarde sur des trucs. C'est pas important, c'est pas grave. C'est tellement pas grave qu'on s'en fout. On devrait s'en foutre, mais on a voulu vous croire parce que c'est le complexe, encore une fois, d'infériorité pour moi, des intellos de PubMed, comme je les appelle. Et encore une fois, je m'inclus dans cette catégorie d'intellos de PubMed à un certain degré. PubMed, pour ceux qui ne savent pas, on parle des moteurs de recherche de littérature scientifique ici. C'est que les gars, au final, concentrons-nous sur ce qu'on a vu sur la pratique. Est-ce que vraiment c'est important de s'attarder sur ces détails-là? C'est pas important. Donc, stretching, avant, après, quand vous pouvez le faire, c'est là que ça devient le plus pertinent. D'accord? Et j'ai déjà fait plusieurs épisodes là-dessus en parlant de certains détails. Si vous voulez que j'en refasse, eh bien, j'en referai. Ensuite, troisième sujet que je notais ici, c'est le volume de travail pour prendre du muscle, pour développer de la force et pour travailler sur ses capacités athlétiques. Je vais prendre sujet par sujet. Parlons de la prise de masse musculaire. Pareil. L'hypertrophie, la musculation, souvent on a entendu plein de trucs. Les gens qui vous disaient, les experts de l'industrie, qui disaient qu'il fallait faire entre 15 et 24 séries, etc. par groupe musculaire, par séance, par semaine, etc. À chaque fois, les nombres varient un petit peu. Et vous savez quoi? C'est très individuel. C'est très difficile à généraliser comme ça. Et moi, ce que je peux vous dire, avec l'expérience, c'est que ça a beaucoup voyagé dans le temps. Mes idées par rapport à ça. Au départ, je me fixais des nombres de séries en me basant sur ce que la littérature pouvait dire ou ce que certains experts en qui j'ai pu croire pouvaient mentionner en qui j'ai pu croire qui pouvaient mentionner ces informations-là. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que hey, on va essayer d'aller un peu à tâtons. Au départ, je partais sur un certain nombre de séries et ensuite, j'ai essayé d'évoluer dans le temps. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui avec une conclusion très sûre, très sûre de ce que je vais dire, c'est qu'avec 2 à 3 séries poussées à l'échec complet, on est bien. On est bien pour les lignes de tissu qu'on a ciblées avec l'exercice sélectionné. Ça suffit selon moi. La règle d'or, c'est simple. C'est pousser ces séries à l'échec complet. D'accord? Vous sentez que vous n'allez pas pouvoir faire une rep de plus. La prochaine rep, si vous la faites, là, il y a un truc qui se casse. Ok? La barre, elle part en cacahuète. Vous faites mal éventuellement, vous compensez, etc. Donc là, 2 à 3 séries poussées à l'échec. 3 séries, ça semble être le sweet spot selon moi. C'est parfait. D'accord? Si vous pouvez faire ça plusieurs fois dans la semaine, 2 à 3 fois dans la semaine, et bien là, vous êtes au top. Et croyez-moi, ça va loin de tout le nombre de séries qu'on vous demande de faire par exercice. Il n'y a pas besoin de faire 6 à 8 séries pour un exercice pour le développement de la prise de muscle, okay? Pour l'hypertrophie musculaire. Maintenant, pour la force, eh bien c'était un peu pareil. Et je vous ai parlé de ça, je crois, durant l'épisode dernier ou il y a 2 épisodes, je ne me rappelle plus maintenant. Mais pour le développement de la force, eh bien pendant longtemps, j'ai appliqué ce concept qui consistait à faire de nombreuses séries, 8 séries, 10 séries, avec des répétitions qui sont donc très basses, ce qui veut dire qu'on utilise des intensités élevées. Et vraiment, on se bat pour chaque répétition. Ok, c'est 8 séries de 3. 8 séries de 3, mais la 3e, c'est du grind, c'est vraiment difficile, où on lâche la barre et bam, c'est un peu la méthode qui a été propagée par beaucoup de powerlifters. Ça vient vraiment du monde du powerlifting. Et ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que il y avait deux approches pour développer sa force. Soit une série où on pousse à l'échec total, et là, on met la charge la plus élevée. Ça va être soit votre 1RM, soit une tentative de 1RM et c'est votre échec. Encore une fois, avec toutes les sécurités qui peuvent être envisagées pour ne pas se faire mal et avec un exercice que l'on maîtrise bien entendu. Bam! Une série, ça suffit pour augmenter ses paliers de force. Mais il faut encore une fois que l'intensité soit la plus élevée. Ou alors, on peut faire plusieurs séries, mais en gardant 1-2 répétitions en réserve. C'est-à-dire que vous faites des séries de
mais pas avec un poids qui vous permet que de faire deux répétitions, pardonnez-moi. Vous faites des séries de 2, mais avec un poids qui vous permet de faire 4 répétitions. Et là, ça fait sens d'accumuler plus de séries. Vous voyez que c'est le petit détail à maîtriser ici. Et si vous faites ça, eh bien, croyez-moi, ça va changer votre vie. Vous êtes beaucoup moins cramé. Vous allez vous sentir bien. Et vous avez fait le tout avec un volume qui est idéal, avec le paramétrage qui est idéal également. Maintenant, pour tout ce qui va être développement de la puissance, travail d'explosivité, etc., je vais utiliser de toute manière un peu interchangeable ici, bien que l'on doive créer une distinction entre ces deux termes-là. Eh bien, pareil, j'ai constaté qu'on n'avait pas besoin de faire autant de séries que ce qui est propagé dans l'industrie. J'ai remarqué qu'avec 2-3 séries également, vous sélectionnez par exemple un saut, 2 à 3 séries avec intensité max, vous videz vraiment votre réservoir, c'est assez. 2 à 3 séries, pareil, pas besoin de faire 6, 5, 8, on peut, mais c'est beaucoup plus de temps. Et encore une fois, il y a des gains supplémentaires jusqu'à un certain nombre de séries. Ok, tu fais 3, tu fais 4, c'est mieux, c'est un peu mieux. 5, c'est bien, mais ça commence à te coûter un peu. 6, là, tu gagnes plus vraiment grand chose, mais ça commence à te taxer. Et en plus, ça prend du temps, etc. Donc encore une fois, 3 séries, ça semble être le sweet spot selon moi, encore une fois, si on maîtrise tous les paramètres. Donc ça, gros changement vraiment dans ma programmation de manière générale. J'ai diminué de manière conséquente le volume de travail. Ensuite, concernant la nutrition ici, de manière générale, eh bien, j'ai arrêté de mettre des étiquettes sur les aliments en me disant ça, ce sont des aliments qui sont bons, des aliments qui ne sont pas bons, les aliments qui sont bien, aliments qui ne sont pas bien. Okay? Simple. On arrête ça complètement parce que ce qui compte vraiment, c'est l'individualisation. À chaque fois, c'est le mot-clé, peu importe que l'on parle de programme d'entraînement ou autre chose. Voilà pourquoi quand je fais mon programme d'entraînement, eh bien, je fais des vidéos avec des instructions, j'offre des options, je vous explique comment adapter le tout pour votre personne parce que il est important d'individualiser le tout. Et pour l'alimentation, c'est pareil. On peut pas dire, hey, le brocoli c'est bien ou les lentilles c'est bien parce que ça peut être bien pour quelqu'un, mais pas bien pour une autre personne. J'adore ce dicton en anglais qui dit « One man's meat is another man's poison ». Okay? La viande d'un individu est le poison de ce même individu. Okay? Donc, je pense que c'est un dicton qui est assez parlant ici. Il faut être à l'écoute de son corps. Et c'est très important. Et quand on tombe dans des clichés en se disant ça c'est forcément un bon aliment, ça c'est forcément un mauvais aliment, eh bien, on oublie de s'écouter nous-mêmes. Et vraiment, peut-être que c'est le message de ce podcast-là en disant les gars, prenez le temps de vous écouter. Pratiquez. Essayez, soyez à l'écoute de ce que votre corps vous dit. C'est subjectif, certes, ça va peut-être à l'encontre de ce qui a été diagnostiqué sur la moyenne. Mais encore une fois, la moyenne ne dit rien sur l'individu. Ça, c'est la règle d'or de l'esprit critique que j'enseigne dans mon programme Mentorship, entre autres. Shameless plug, il reste quelques places, je crois, 3 places, un truc comme ça. Donc, inscrivez-vous, ok? La moyenne ne dit rien sur l'individu. Ce n'est que l'individu qui alimente la moyenne. Donc, on ne peut pas se baser sur, encore une fois, ces résultats donnés sur la moyenne pour votre propre personne. Il y a des aliments qui seront bien pour vous, des aliments qui ne seront pas bien pour vous. Donc, essayez d'écouter, essayez de tester, éliminer, regardez si c'est vraiment ce qui fait la différence. Et si oui, eh bien, on peut l'éliminer. Éventuellement, il y a des choses à adopter. Okay? Donc, ça nous évite de tomber dans des diètes très dogmatiques, de tomber dans des croyances de diètes qui n'ont pas lieu d'être au final. Et ensuite, j'ai noté ici, entraînement avec bande élastique. Alors ça aussi, ça a été un grand changement pour moi. Pendant longtemps, je me suis dit, les gars, entraînement avec bande élastique, ça sert à rien. Pourquoi s'entraîner avec des bandes élastiques? On peut utiliser des haltères, on peut utiliser des machines, on peut utiliser des exercices au poids du corps. Les bandes élastiques, ça va absolument rien faire. Parce que soit la bande élastique va être trop légère, soit elle va être beaucoup trop résistante et on va même pas pouvoir la bouger. Et j'ai remarqué que c'était complètement faux. Parce qu'au final, on peut construire du muscle avec n'importe quelle rangée de répétitions. La seule règle, c'est de se rapprocher de l'échec musculaire comme je vous l'ai mentionné maintes et maintes fois depuis plusieurs années sur ce podcast-là. Maintenant, il faut savoir maîtriser les bandes élastiques. Pour ceux qui ont pris mon programme Hybrid on the Go, eh bien, je vous explique exactement comment manipuler la bande élastique pour que les répétitions soient effectives. Pour que vous vous disiez, hey, là, la bande là, je l'ai ajustée de façon à ce que mon mouvement soit vraiment challengé. Ce qui va se passer souvent avec la bande élastique, c'est que la moitié du mouvement ne va pas être challengé. Ce n'est qu'une partie du mouvement qui va être challengé. Eh bien, il y a des moyens de se positionner dans l'espace qui vous permettent justement de manipuler le tout et de comprendre comment challenger le mouvement dans son intégralité. C'est ce que je vous explique en long et en large dans Hybrid on the Go. Vraiment, j'explique qu'il y a différentes zones de travail, comment agencer le tout. Et si vous comprenez ça, eh bien, les bandes élastiques deviennent un outil extraordinaire. Et même si vous ne comprenez pas ça, si c'est bien organisé, les bandes élastiques deviennent un travail extraordinaire. Pour la prise de muscle, comme je l'ai mentionné ici, ce qui compte, c'est se rapprocher de l'échec
Et pour le travail d'explosivité également, super intéressant. Je pense à tous les mouvements que j'aime bien remplacer si on n'a pas accès à une medicine ball. Tous les mouvements rotationnels, on cherche à, par exemple, jeter la balle. Il y a différentes directions qu'on peut utiliser. Et bien là, utiliser une bande élastique, c'est super intéressant. Il y a le facteur vitesse qui vous permet de justement accélérer la phase excentrique du mouvement, ce qui vous force ensuite à décharger ou pas décharger, relaxer et contracter. Et ça, vraiment, c'est la caractéristique même d'un athlète performant qui est puissant, contracté, relâché avec un bon timing. C'est ça être un athlète, ok? Et du coup, les bandes élastiques, eh bien, nous permettent d'apprendre ce mécanisme-là et de nous challenger de la bonne des façons parce qu'on peut ajuster en fonction de notre niveau, plus ou moins de résistance, etc. Donc pour le travail athlétique, je pense que c'est très intéressant. Maintenant, on peut l'utiliser si on fait des exercices même au poids du corps, en oubliant le contexte de salle de sport, pour ajuster la courbe de résistance de notre entraînement, de notre exercice, pardonnez-moi. Imaginons que je fasse un squat au poids du corps. Le squat au poids du corps, au final, est trop facile. Okay, trop facile, je peux en faire 50. Ok, je rajoute une bande élastique. Ce qui est bien, c'est que en bas, ça reste quand même challengeant. Challengeant, je sais même pas si c'est un mot en français en vrai. Ça va quand même nous challenger en bas. Et quand on monte, eh bien, au final, il n'y a pas vraiment de tension. Si tu avais une barre encore ou un poids que tu portes, il y a de la tension. Mais quand tu prends l'élastique, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que tout en haut, ça rajoute de la résistance. Encore une fois, on peut rendre la bande plus difficile. C'est ce qu'on appelle la résistance accommodante. J'ai déjà fait des épisodes là-dessus également et je vous en referai par la suite. Mais super intéressant de ce point de vue-là, que ce soit avec des charges externes ou alors des entraînements simplement à la maison avec des exercices au poids du corps. Donc, les gars, bande élastique, très bon outil, très bon outil. Si vous voulez mon conseil, prenez 3 bandes élastiques, une avec résistance légère, une avec résistance modérée et une avec résistance modérée / élevée, qu'on arrive quand même à déformer à un certain degré. Parce qu'il y a des bandes élastiques, c'est très compliqué. Croyez-moi, c'est un des meilleurs outils que vous puissiez utiliser. Si vous êtes un coach, eh bien vous avez ça dans votre sac, vous pouvez entraîner n'importe quel client. Croyez-moi, ça fait vraiment la différence. Exercice où on pousse, on tire, on peut ajuster les angles, à la maison, dehors, dans un parc. Les gars, franchement, peut-être, si je venais à ne garder qu'un outil maintenant que je réfléchis à tout ça, peut-être que les bandes élastiques, pour garder un bon physique, ça serait l'outil. Si j'ai accès que à ça, ok, je pense que c'est ce qui offre le plus de... Je suis pas sûr de ce que je vais dire là. Mais c'est un des meilleurs outils qui nous permet de travailler sur ces différentes qualités à condition de bien savoir ajuster le tout. Et c'est ce que je vous apprends dans mes programmes Hybrid 20, Hybrid on the go pour ceux qui veulent un peu plus d'informations là-dessus. Et finalement, dernier sujet ici que j'ai noté, eh bien c'était tout le dogme autour des répétitions basses ou élevées, ou je devrais dire les camps. Il y en a qui disent ça sert à rien de faire des répétitions élevées, il y en a qui disent que ça ne sert à rien de faire des répétitions basses. Les gars, pour moi, j'ai été dans ces deux camps. Et encore une fois, dans le temps, je me dis, les répétitions élevées, ça sert à rien. Les répétitions basses, ça sert à rien. Et au final, je me rends compte qu'on doit simplement utiliser les deux. Et on va créer des adaptations qui sont différentes. Je m'explique. Lorsqu'on travaille avec des répétitions élevées, eh bien, on va travailler sur ces fibres musculaires dites rapides. Okay, les fibres musculaires de type 2, 2X. Qui ont le plus gros potentiel de croissance et le plus gros potentiel de développement, de force, etc. Mais malheureusement, ce sont des fibres musculaires qui ne sont pas très endurantes. Donc si votre but c'est de prendre du muscle, etc., eh bien, croyez-moi, c'est intéressant de travailler avec des répétitions élevées également parce que vous allez biaiser le signal et favoriser l'hypertrophie de ces fibres musculaires-là. Maintenant, tout vient avec un prix, ok? Tout vient avec un prix à payer. C'est que vous faites que des répétitions basses. Eh bien, les gars, peut-être qu'au bout d'un moment, il y a des risques, vous êtes un peu fatigué. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez un peu avoir mal à certaines articulations, etc. Donc, c'est intéressant de contrebalancer le tout. Quand on travaille avec des répétitions basses, je crois que je me suis trompé ici. Je voulais dire, j'ai confondu intensité et répétition. Donc, je vais refaire le tout. Quand on travaille avec des répétitions basses, c'est-à-dire des intensités élevées, on va favoriser l'hypertrophie donc de ces fibres musculaires de type 2, ces fibres musculaires dites rapides. Pour tous les éléments que j'ai mentionnés, c'est ce que je voulais dire. Je suis pas sûr de ce que j'ai dit auparavant. Quand on travaille avec des répétitions élevées, c'est-à-dire des intensités qui sont basses, eh bien on va biaiser le signal plutôt vers les fibres musculaires dites les fibres musculaires endurantes. Ok? Et ça, justement, comme son nom l'indique, elles ont beaucoup d'endurance, mais elles ont un potentiel d'hypertrophie qui est présent, qui est conséquent quand même, qu'on doit considérer, mais qui est moins conséquent que le potentiel hypertrophique des fibres musculaires dites rapides. C'est simplement ce qu'il faut garder en tête. Moi, ce que j'ai remarqué avec mon expérience de terrain, c'est que
j'ai un ressenti même différent lorsque je travaille avec des répétitions élevées et des répétitions basses. J'ai l'impression que mon muscle, et ça, j'ai aucune recherche pour le prouver, va être différent. Esthétiquement parlant, j'ai vraiment l'impression que je vais observer des différences. Quand je travaille avec des répétitions basses, ça va paraître bateau et de la woo-woo science, mais j'ai aucun moyen de le prouver, si ce n'est que mon expérience pratique. Quand je change mon cycle et je commence à travailler avec des répétitions élevées, donc des intensités basses, j'ai l'impression que ma peau est plus tight, mais mes muscles sont plus, voilà, sont un peu plus rigides. Je sais pas comment expliquer ça. Rigide, c'est pas le terme, mais comment on dit tight en français, Nabil? Ouais, ferme, voilà, c'est le terme que je cherchais. Genre, j'ai l'impression que mes muscles sont un peu plus fermes que quand je travaille avec des répétitions basses et des intensités élevées. Voilà, ce n'est qu'un ressenti. Faites-le moi savoir en commentaire ou en message si vous avez le même ressenti. Mais mon message, c'est travailler avec les deux. Il y a des muscles, ceci étant dit, qui sont plus favorables aux répétitions élevées parce que le but, c'est de se concentrer sur ces muscles-là en isolation, lorsqu'on choisit un exercice qui cherche à les cibler. Je pense ici par exemple aux élévations latérales. Faire des répétitions de 5 reps aux élévations latérales, c'est un peu compliqué. On va avoir des compensations qu'on le veuille ou non, parce que les trapèzes vont avoir ici tendance à prendre le dessus, parce que c'est tout simplement un phénomène mécanique qui a lieu dans votre corps. Votre corps va se dire, hey, tu sais quoi, ce muscle-là, il n'a pas l'air approprié pour ce moment, je vais intégrer un autre muscle qui a l'air beaucoup plus prêt à soulever cette charge. C'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, il y a certains exercices, certains muscles où je vais vous dire, les gars, on va rester avec des répétitions dites élevées ici, 8, 10, 12, 15, 20 répétitions. Et il y a certains exercices d'isolation qui sont intéressants à cycler avec des répétitions qui sont basses et des répétitions qui sont élevées. Personnellement, moi, pour les biceps, les triceps, eh bien, c'est ce que j'aime bien faire. Je pense qu'on a des gains en travaillant avec des répétitions de 5, on a des gains en travaillant avec des répétitions de 8 ou avec des répétitions de 15 et 20. Donc, encore une fois, je pense que c'est important de cycler le tout, qu'on aura des adaptations qui sont différentes de par ce que j'ai mentionné physiologiquement et les adaptations que j'ai pu observer sans preuve à l'appui, si ce n'est mon expérience ici subjective que j'ai pu noter. Donc voilà tous les amis, les sujets sur lesquels j'ai changé d'avis. Je serais curieux de savoir les vôtres éventuellement. N'hésitez pas à les mettre en commentaire ou éventuellement s'il y en a plusieurs qui peuvent être pertinents pour la communauté. Je le répète les amis, moins 70% sur mon programme Hybrid 20 et sur le Black Friday, vous avez moins 70%, moins 70% sur tout mon catalogue de programmes, sauf le programme Mentorship bien entendu, jusqu'à dimanche soir à minuit. Les gars, je peux pas faire mieux. Vendredi à dimanche, moins 70%. Je crois qu'on n'a jamais fait ça. Sur tous mes programmes, toute la catégorie hybride et toute la catégorie bulletproof. Les gars, profitez-en. Happy Black Week, Black Friday, Black Saturday, Black Sunday. On est ensemble, nous on se voit, ça je parle très bientôt. Peace. C'était le K-Swiss Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.